Alors bonjour à tous. Je profite du fait que vendredi soir j'ai une conférence à faire à Nanterre sur l'histoire de l'alliance franco-indienne, la présence française en Amérique, et l'état des réserves aujourd'hui pour ben, me donner une petite révision à moi-même en faisant cette vidéo. Donc je ne parlerai pas des réserves indiennes aujourd'hui, tout ça, parce que je l'ai fait dans les vidéos précédentes. Par contre, je vais parler des 2 siècles et demi de présence française sur le sol américain, donc, qui est une partie de notre histoire qui est très peu connue, ou très peu relatée en fait, parce que c'est le symbole d'une colonisation ratée, et qui se solde aussi par le Napoléon qui brade la Louisiane pour fournir l'effort de guerre pour la campagne de Russie en fait. Donc voilà, c'est une partie de notre histoire qui est quand même quasiment occultée. Moi, à ma connaissance, j'ai trouvé un seul livre qui en parle. Si ça intéresse des gens, ça s'appelle L'histoire de l'Amérique française, et l'auteur c'est Gilles Havard, Havard, voilà, du CNRS. Donc, comme vous le savez, bon, il y a l'histoire, il y a l'histoire officielle, donc l'histoire qui est officielle, qui a été écrite par les scribes du roi, ou alors voilà, les gens proches du gouvernement, et qui est l'histoire qu'on enseigne dans les écoles. Dans ces histoires officielles, il y a les histoires officielles par pays, puisque vous savez très bien que la façon dont on va parler de Napoléon en France n'est certainement pas la même en Angleterre. Ça c'est certain. Donc déjà, il y a plusieurs histoires. Oui. Il y a l'histoire officielle, il y a l'histoire officielle par pays, et après il y a l'histoire moins officielle, c'est-à-dire l'histoire qui est relatée de bouche à oreille par le peuple, et par certains historiens qui cherchent un peu plus loin et qui n'ont pas été mandatés par le gouvernement ou par les rois à l'époque. Donc c'est ce qui est intéressant, l'officiel et le non officiel. Donc en ce qui concerne ce qu'on appelle l'Amérique française, on va dire que ça commence, si on prend les expéditions officielles, on va dire que ça commence avec la découverte du Québec euh, par Jacques Cartier, donc en 1534. Euh, disons que c'est le premier Européen, entre guillemets, hein, à part les Vikings, on le sait maintenant, hein, et donc c'est le premier Européen à avoir posé le pied sur le territoire du Québec. Parce que le premier qui a vu ce territoire, en fait, il est passé au large, il s'appelle Giovanni Caboto, et c'est en 1497. Donc lui, Giovanni Caboto, ou alors Jean Cabot, dans les livres français, lui a allongé la côte et l'a décrite, tout ça. Mais le premier à avoir posé le pied, donc officiellement, c'est Jacques Cartier en 1534. Bien avant Jacques Cartier, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait les pêcheurs bretons, basques et normands qui avaient déjà posé le pied sur le territoire du Québec et sur le continent. Et en allant pêcher la morue, au large du nord du Canada, donc ils avaient déjà établi des contacts avant Jacques Cartier. Donc ça c'est mais bon, Jacques Cartier, c'est l'histoire officielle, c'est une expédition officielle mandatée par le roi. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est ces pêcheurs. Donc, on parlera des expéditions officielles et aussi des non officielles. Euh, pour vous citer quelques expéditions officielles de l'époque, il y a eu en 1555 ce qu'on appelait la France antarctique, c'est-à-dire avec les Huguenots qui, qui sont arrivés dans le golfe de Rio et qui se sont installés là-bas. Il y a eu aussi une tentative en 1562 en Floride et en 1564 en Floride encore. Et pour vous donner quelques anecdotes sur ces autres expéditions, avant de parler de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire du territoire du Québec, en 1555 pour les Huguenots, dans le golfe de Rio, donc il y a eu une petite colonie, enfin, un petit groupe de gens qui se sont installés, et l'histoire s'est terminée par une dispute complètement débile. C'est pour vous montrer comment, voilà, parfois des entreprises qui sont faites
pour des motifs qui peuvent paraître grandioses, comme la colonisation d'un continent, peuvent se terminer en eau de boudin par des histoires complètement débiles, mais ça, c'est pas très relaté dans les livres, en fait. Donc ce petit groupe de Huguenots en 1555, dans le golfe de Rio, ont commencé à se disputer, parce que dans le groupe, il y avait des catholiques et des protestants huguenots, donc, ont commencé à se disputer sur le fait suivant, c'est-à-dire, avons-nous le droit, d'un point de vue de la religion, d'avoir des rapports sexuels avec les femmes autochtones ou pas? Donc, dans cette petite colonie qui devait comporter une trentaine de personnes, il y a eu des dissensions, des disputes sur le sujet, si bien qu'ils en sont venus aux mains et ils se sont entretués. Donc certains sont partis avec les autochtones, certains en sont morts et certains sont revenus. Donc voilà comment s'est terminée l'expédition de 1555 dans le golfe de Rio. Voilà. Ça, ça fait partie de l'histoire. Vous avez aussi en 1562 en Floride une première expédition où je pense que la plupart meurent parce qu'ils ne sont pas adaptés au terrain, et puis ils crèvent la dalle, et puis voilà. Donc l'expédition était mal préparée. Et il y en a une qui est importante, c'est en 1564, en Floride aussi. Elle est importante parce que il y a quelque chose qui est tenté, mais qui est raté, je vais vous expliquer quoi, mais comment dire, qui sera réussi plus tard au Québec. Et ça sera vraiment le début de notre présence au Québec. Donc en fait, en Floride, en 1564, il y a un groupe de Français donc, qui arrive et qui prend contact avec des Indiens. Alors, bien entendu, l'expédition officielle recherche de l'or. C'est le seul motif. Donc. On recherche de l'or. Donc, il se débrouille à communiquer par signes, par images, pour faire comprendre à la tribu indienne qu'il cherche des pierres qui brillent, en fait, c'est tout. Donc, ce qui est tenté par le chef de l'expédition, c'est qu'il s'allie au chef de la tribu indienne qu'il rencontre. Il décide de s'allier avec lui contre ses ennemis. Ça c'est très important, vous verrez pourquoi par rapport au Québec. Donc il décide de s'allier avec lui, mais ayant une entrevue avec le chef de la tribu ennemie, ce dernier lui parle en des termes plus convaincants, on va dire, de pierres qui brillent et d'un endroit où il peut trouver ces pierres qui brillent. Donc, le Français chef de l'expédition le trahit immédiatement. Alors, la première tribu avec laquelle il s'était allié, se voyant trahi, prend la mouche. Et donc, commence des échauffourées, tout ça. Voilà comment cette deuxième expédition se termine par une sauve qui peut. Donc, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est cette alliance, voilà, parce que c'est ce qui se passera au Québec et qui marchera. Donc je reviens à l'expédition de Jacques Cartier, la première, celle de 1534. À la base, il arrive là-haut pour chercher un passage vers la Chine. C'est ce qui l'intéresse en premier. Bon, il est évident que si vous connaissez un peu la carte du Québec, une fois qu'il s'est engouffré dans le détroit du Saint-Laurent, pour la Chine, il est mal. Oui. Donc voilà, mais à la base, il recherche la Chine. Et en second, il recherche bien entendu de l'or, des pierres précieuses et des richesses, parce que le gouvernement français essaye de rattraper les Espagnols qui viennent de se gaver en Amérique du Sud. Donc les Français cherchent vers le haut s'il n'y a pas moyen de mettre la main sur le magot, bien entendu. Donc c'est le but de l'expédition de Jacques Cartier. Donc ces expéditions officielles, comme celle de Jacques Cartier, en général, elles se comportent mal envers les autochtones. C'est souvent, comment dire, tromperie, puis voilà. D'ailleurs, Jacques Cartier, je pense que, si je me souviens bien, quand il est en contact avec les Iroquois, il enlève deux fils du chef de force sur le bateau, en les faisant monter sur le bateau par un coup de traître. Je pense si je me souviens bien, il leur montre des haches avec le métal qu'on utilise nous. Enfin, ça, donc il les attire à bord pour leur montrer, puis il appareille.
Donc il enlève les deux fils pour les amener à Paris et les montrer un peu comme des singes, je pense. Donc voilà, ce sont souvent des expéditions qui sont un peu dans la tromperie et très maladroites, parce que uniquement emmenées par la cupidité. Donc, donc voilà. Mais par contre, les expéditions parallèles, c'est-à-dire les pêcheurs, eux établissent de bons contacts avec les autochtones. Et c'est grâce à ces jalons qui sont posés par les pêcheurs, qui établissent de bons contacts, que finalement ces expéditions officielles, petit à petit, réussissent à implanter une mini-colonie. Parce que les pêcheurs donc, qui vont là-bas pour pêcher la morue, ont deux manières de procéder. Soit ils salent la morue à bord du bateau, ils repartent, soit ils descendent à terre, en choisissant un coin, ils font leur travail à terre et ils repartent. Quand ils descendent à terre, il est évident que la plupart du temps, ils rencontrent des autochtones. Euh, et ils établissent des rapports avec eux comme d'humain à humain, c'est-à-dire que le pêcheur, lui, il ne cherche pas à voler la terre ou à régner sur des gens ou à les voler, il veut juste être tranquille quand il débarque pour faire son boulot. Donc il est évident qu'il entretient de très bons rapports d'échange. Et ce qu'ils font à chaque fois, ces pêcheurs d'ailleurs, depuis bien avant l'expédition de Cartier, c'est que chaque fois, avant de repartir, ils laissent à terre avec les autochtones, souvent un jeune marin, un mousse, pour qu'il passe l'année avec les autochtones et qu'il apprenne la langue. De ce fait, quand ils reviennent l'année d'après, ils ont un interprète qui est beaucoup plus aguerri que, et qui rend plus facile la communication. C'est comme ça qu'il y a les premiers mini-comptoirs qui s'installent en fait dans cette région du nord du Canada et un peu avant le Saint-Laurent. Donc voilà, il y a cet échange qui se crée. Et en même temps, il y a ces expéditions officielles qui essayent d'implanter une mini-colonie et qui se servent justement de ces rapports qui ont été établis d'une manière plus profonde et plus authentique, on va dire, par les pêcheurs basques et bretons. Donc, une date importante à retenir, c'est 1603. 1603, c'est sous Henri IV, et c'est Samuel de Champlain. Alors, Samuel de Champlain, si vous allez à Québec ou à Montréal, c'est marqué de partout, hein, le nom des rues, des places, tout ça. Donc Samuel de Champlain, qu'est-ce qu'il fait de très bien? Justement par rapport à l'expédition dont je vous ai parlé auparavant en Floride. Samuel de Champlain, lui, il va voir les autochtones, il sympathise avec eux et il s'associe avec eux et il s'allie avec eux. Il est allié. Donc, et en fait, en 1603, pour sceller cette amitié, il répond à une invitation des montagnais, je pense, à participer à la cérémonie qu'on appelle la tabagie. Donc je ne connais pas bien cette cérémonie, mais je pense que ça doit ressembler un peu à la cérémonie du calumet pour les Indiens des plaines. Donc Samuel de Champlain, lui, avec son acolyte Gravé Dupont, participe à cette cérémonie de la tabagie. D'ailleurs, entre guillemets, si vous allez au Québec, vous verrez que les endroits où on vend du tabac, ce ne sont pas des bars tabac, mais des tabagies. Donc la plupart ne sont pas au courant d'où ça vient, mais ça vient de cette cérémonie en fait. Donc lui, il participe avec Gravé Dupont à la cérémonie de la tabagie, et donc crée une alliance avec les montagnais, plus tard les Micmacs, les Hurons, dans ce coin-là. Et donc, de fait, étant allié avec eux, les ennemis de ces tribus, des montagnais, des Micmacs, des Hurons, qui sont les Iroquois, deviennent les ennemis des quelques Français aussi qui se trouvent sur place. Alors, ça c'est important de signaler que les Iroquois ne sont pas ennemis des Français parce qu'ils n'aiment pas les Français, ils sont simplement ennemis des Français parce que les Français sont alliés avec leurs ennemis. C'est une simple histoire d'humain, il n'y a pas d'animosité naturelle ou surnaturelle, vous voyez, c'est simplement, voilà, comme ça marche entre êtres humains. Et donc, des Français commencent à s'installer, arrivent, ils commencent à s'installer dans la région de Québec, sous Samuel de Champlain. Et il y a cette alliance avec les Hurons. Et
il commence à développer le commerce de la fourrure, en fait. Commerce de la fourrure qui se fait de la manière suivante, c'est-à-dire que c'était souvent les Hurons qui allaient collecter dans les tribus voisines ou dans les territoires voisins des fourrures, qui les ramenaient aux Français qui étaient installés au Québec, donc, et ces Français faisaient le commerce avec eux et envoyaient ces fourrures en France. C'est la raison pour laquelle, comment dire, il n'y a jamais vraiment eu de tentative de colonisation au sens colonisation de masse, parce qu'à l'époque, le gouvernement français ne cherchait pas à s'emparer des territoires, mais simplement à établir un commerce. Donc il avait simplement besoin d'une certaine quantité de gens pour s'établir dans la région de Québec et assurer le relais avec les Hurons qui allaient chercher les fourrures dans les tribus voisines ou les territoires voisins. Donc voilà, il y a un petit groupe de Français qui est établi là-bas, et il est important de souligner qu'il ne survit que par l'aide des tribus autochtones. Et d'ailleurs, à cette époque-là et jusqu'à la fin, les Français ne sont pas considérés comme des envahisseurs, mais comme une tribu parmi les autres tribus. Donc il y a la tribu des Iroquois, des Micmacs, des Hurons, et il y a la tribu des Français. Ils sont considérés comme une autre tribu par les autochtones. Donc, en ce qui concerne le commerce, en 1627, sous Louis XIII, il y a ce qu'on appelle la Compagnie des 100 associés, qui est formée en France, donc une centaine d'associés, une centaine de mécènes, on va dire. Une centaine de mécènes qui injectent de l'argent dans des expéditions, des bateaux qui emmènent chaque fois sur place au Québec des Français désireux de s'installer là-bas. Alors c'est sans associés, il y a un truc d'intéressant aussi, c'est que officiellement, ce n'est pas une opération du gouvernement, puisque ce sont des mécènes. Donc dans les sans associés, on trouve aussi bien des aristocrates, des ecclésiastiques qui ont un peu d'argent, des nobles, enfin des propriétaires, tout ça. Mais il est intéressant de remarquer que cette centaine de personnes, tous ces gens ont un rapport étroit avec le roi et la cour. Donc officiellement, c'est du mécénat, officieusement, ça a un rapport avec la cour. Donc c'est peut-être l'ancêtre du capitalisme d'État. Mais disons que voilà, donc ces sans associés injectent de l'argent pour qu'il y ait des expéditions. Alors chaque expédition, dans chaque bateau, bien entendu, vous avez en microcosme le modèle de la société occidentale, c'est-à-dire vous avez le commerçant qui est là pour répandre notre forme de commerce avec sa hiérarchie et ses règles. Vous avez le prêtre qui est là pour convertir les gens au dogme religieux. La spiritualité, ils s'en foutent, la spiritualité, ils l'ont déjà en face. Un homme bon, ils savent ce que c'est. Mais pour convertir ces gens au dogme religieux et leur donner en fait une façon de penser pyramidale qui s'accorde bien avec notre société et notre façon de commercer aussi. C'est-à-dire l'obéissance à une hiérarchie supérieure par couche, comme dans une pyramide, avec la punition quand il y a non-obéissance. Donc c'est important d'avoir un prêtre qui convertisse les gens au dogme chrétien, parce que à la base, les autochtones n'ont pas du tout cette façon de penser. Mais pour les adapter à une forme de société qui est la nôtre et surtout une forme de commerce, il faut que leur esprit soit aussi adapté. Donc c'est pour ça que dans ce bateau, il y a aussi le représentant du dogme religieux, représenté par le missionnaire. Et il y a bien sûr le troisième pilier de notre société, c'est-à-dire le militaire, qui est là en fait pour protéger les deux premiers piliers, c'est-à-dire le commerçant et le religieux. Et puis après, dans ce bateau, il y a des gens simples donc, qui sont volontaires pour aller coloniser, pour aller s'installer là-bas. Donc voilà. Mais en fait,
à cette période-là, 1627 justement, il y a un événement qui se crée qui va être très important pour la suite. C'est une guerre entre les Hurons et les Iroquois, et une guerre qui est beaucoup plus violente que d'habitude, puisqu'il y a une attaque générale des Iroquois sur les Hurons, Hurons donc alliés des Français. Seulement voilà, le problème c'est que les Hurons ont trois handicaps. Le premier, c'est que cette année-là, bon, ils n'ont pas les faveurs du ciel, ils sont frappés par une épidémie, donc ils sont affaiblis par ça. Le deuxième facteur qui les affaiblit, c'est qu'ils commencent à avoir des divisions à l'intérieur de la confédération Huronne entre ceux qui se sont fait convertir au christianisme et ceux qui sont restés traditionnels. Donc il y a une division parce que le fait d'avoir été converti, certains comment dire, se sentent supérieurs aux autres, avec ce sentiment de supériorité inculqué par les prêtres à ceux qui ont été convertis par rapport aux autres. Donc ça crée des disputes et des déchirements au sein même de la confédération Huronne, ce qui l'affaiblit encore plus. Et le troisième facteur qui joue contre les Hurons lors de ces guerres, c'est que les Français ont refusé d'armer les Hurons avec des armes à feu, parce qu'ils ont eu peur, à tort, que les Hurons, une fois propriétaires de ces armes à feu, un jour se retournent contre les Français. Donc les Français n'arment pas les Hurons. Par contre, de l'autre côté, les Iroquois, eux, sont armés par les Hollandais. Par les Hollandais qui arrivent aussi dans la région de New York, tout ça, et qui sont là ils veulent aussi leur part du gâteau. Parce que la découverte de l'Amérique, c'est un gâteau extraordinaire et tout le monde veut bouffer. Donc les Iroquois, eux, sont armés par les Hollandais. Ce qui déséquilibre complètement le conflit et qui a pour résultat ce qu'on appelle la chute de la Huronie, c'est-à-dire les confédérations huronnes qui s'effondrent. Donc, je vous rappelle ce que je vous ai dit au début, le commerce jusque-là marchait de telle manière, c'est que c'était les Hurons qui partaient récolter les fourrures à droite et à gauche pour les ramener aux Français dans la région de Québec, qui les envoyaient en France. Maintenant, avec la chute de la Huronie, voilà, on a un problème par rapport à la collecte des fourrures. Alors, on passe en 1565, donc après la chute de la Huronie, avec le gouverneur du Québec qui s'appelle Jean Talon. Et en France, il y a Colbert. Et là, on est sous Louis XIV. Alors, là, il y a deux visions. La vision de Colbert, qui est donc celle de Louis XIV, c'est de renforcer complètement une petite enclave au Québec, sans essayer d'explorer le reste, sans essayer de prendre plus de territoire ou de s'étendre. Ça, c'est la vision de Colbert. Mais celle de Jean Talon, qui est gouverneur de cette province à l'époque, elle est plutôt d'envoyer des éclaireurs à droite et à gauche pour établir des contacts et pour s'expandre, voilà. Et donc officiellement, Jean Talon obéit à la vision de Colbert, mais officieusement, en fait, non, il fait le contraire, il envoie des explorateurs. Et c'est à cette époque qu'on voit apparaître ce qu'on appellera plus tard les coureurs des bois ou les trappeurs. Comme il n'y a plus les Hurons pour aller chercher les fourrures, ce sont simplement des Français qui partent à pied ou en canot, et explorer les autres régions et aller eux-mêmes collecter des fourrures à droite et à gauche.
Ce qui est très intéressant, c'est que parmi ces trappeurs, il y en a des extraordinaires qui ont parcouru des distances monumentales. Je veux dire, aujourd'hui, je veux dire, ça serait des distances qui seraient même longues à faire en voiture, ouais. Mais eux les faisaient à pied ou en canot. Et pour vous donner un exemple, le premier homme blanc que les Indiens Sioux du Dakota ont vu, c'est un Français qui venait justement de là-bas et qui était en éclaireur avec quelques autres pour établir des contacts avec certaines tribus. Alors, si vous avez une carte devant les yeux, je vous garantis qu'entre la région du Québec et le Dakota du Sud, euh, à pied ou en canot, il faut y aller. Je veux dire, moi, je l'ai fait en moto. Ça m'a pris 5 jours déjà, en roulant toute la journée. Donc, vous voyez un peu la distance. Une semaine, 5 jours, je vais dire, une semaine. Et donc voilà, c'est la période des coureurs des bois et des trappeurs. D'ailleurs, pour vous donner un peu des anecdotes, celui qu'on appelle David Crockett, donc qui est un héros américain, en fait n'est pas du tout américain. Le nom a été américanisé, c'est David de Croquetagne. C'est un Français du Québec qui est devenu un héros dans les personnages américains. Mais c'est un Français, David de Croquetagne. Et il y en a plein. Il y en a plein comme ça. Donc c'est à cette époque, et c'est, on va dire, grâce à la chute de la Huronie que les Français commencent à se répandre un peu partout et deviennent des trappeurs pour aller chercher justement les fourrures là, là où elles se trouvent. Un élément très important aussi, c'est que à cette époque, enfin, durant toute cette période dont je viens de vous parler, le souhait du gouvernement français, c'est de construire une société à modèle français, mais en respectant les mœurs et les coutumes des autochtones. C'est-à-dire, c'était une première, hein, ça ne s'est plus jamais fait après. Et c'est la raison pour laquelle l'entente était parfaite entre les Français et les autochtones. Ils étaient simplement, comme je vous le disais au début, les Français considérés comme une tribu parmi les tribus. Euh, Grâce à cette façon de faire, en fait. Ils avaient même essayé de construire des écoles tenues par des missionnaires pour les enfants d'autochtones, sauf qu'au contraire des boarding schools qui ont été construites après par les Anglais sur les USA, l'école n'était pas obligatoire. Alors bien entendu que les petits autochtones, le premier jour, venaient à l'école parce que c'était nouveau. Et puis obligés de rester assis toute la journée en face d'un tableau, le deuxième jour, il n'y avait plus personne, parce qu'un petit autochtone élevé dans la nature, un jour ça va, mais après il a autre chose à faire que de rester assis le cul sur une chaise à regarder un tableau et à faire de l'arithmétique. Donc ça n'a pas marché. Un autre truc très important qui n'a pas marché, mais ça fait vraiment partie de notre histoire, l'Église à l'époque favorisait et encourageait le mariage mixte, c'est-à-dire de Français avec des autochtones, pour que les enfants soient francisés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ce qui s'est passé, c'est très intéressant, c'est que vous prenez un Français de l'époque, donc un Français de base, je ne parle pas d'un noble ou d'un bourgeois, mais simplement une personne lambda qui est allée là-bas pour changer de territoire et tenter sa chance là-bas. Quand il rencontre les autochtones ou qu'il évolue avec eux, ou qu'il les côtoie de plus en plus, il découvre une société où, il n'y a pas la notion de profit ou de bénéfice, donc il n'y a pas la notion de dette non plus, ni de facture. Il découvre une société où, une fois que vous avez construit votre abri, ou votre tipi, ou votre wigwam, un peu ce que vous voulez, et une fois que vous avez fait des provisions, vous avez assez à manger, il ne reste que du temps libre pour flâner, faire des jeux, danser, chanter, aller promener, tout ça. Donc, mettez-vous à la place du Français de l'époque, avec l'allégeance au roi, au seigneur, à son supérieur, le maître, les dettes, les ci, les là, la notion de profit, d'accumulation, et tout ça d'un coup, ça n'existe plus. Alors, bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple, c'est que la plupart de ces Français
au lieu de se marier avec des autochtones pour franciser les enfants, ont fait exactement le contraire. Ils se sont indianisés. Ils sont partis avec les tribus. Il en est de même pour les militaires français, les soldats français en faction dans des forts. Et ça, c'est compréhensible parce que, imaginez bon, le vulgaire soldat français, je veux dire, qui est en faction dans un fort. Tout autour du fort, il y a des campements de tribus et tout ça. Alors, le fort, il est mal isolé. Donc l'hiver, il se gèle. Il dort mal. Il mange de la merde. Il est habillé d'une manière qui est inadéquate par rapport au terrain, au pays, au climat. Et de plus en plus, il a des rapports et des échanges avec les tribus voisines qui sont dans des campements à côté. Alors, qu'est-ce que fait le soldat français? Eh bien, déjà, il enlève son uniforme, il s'habille comme les Indiens, et puis, bon, bien qu'il continue à obéir à son chef quand il se passe quelque chose, mais il ne rentre pratiquement plus au fort. Il vit avec une femme autochtone qu'il a trouvée sous un tipi avec des habits chauds et en mangeant très bien. Donc c'est ce qui se passait aussi. Mais c'est la raison pour laquelle aussi les Français se sont vraiment complètement intégrés dans toutes ces tribus du Nord. Et pour vous dire aussi quand même, jusque chez les Sioux dans le Dakota du Sud, puisque aujourd'hui encore, en 2014, vous avez 30% des Indiens Lakota, donc descendants de Sitting Bull, Crazy Horse, tout ça, 30% qui ont un patronyme français. Dans la famille où je suis adopté, moi je me souviens quand j'ai été au cimetière de la famille, il y avait aussi bien des Yellow Eagle que Spotted Tail, Thin Elk, que à côté vous aviez Pinot, Ménard, Bordeaux, Roubidoux, Archambault, Bissonnette, et c'était simplement voilà, des descendants de Français qui s'étaient simplement établis avec eux. Et ça, vous en avez dans toutes les tribus du Canada, disons que du côté est, mais jusqu'au milieu et jusque dans le Dakota du Sud. D'ailleurs, vous avez quasiment au milieu du Canada, dans la tribu des Chippewa. Alors, Chippewa, c'est pareil, ils sont remplis de Français et ils se souviennent encore de certaines coutumes. J'ai vu un documentaire où, traditionnellement, ils s'habillaient, encore maintenant, et ils dansaient la gigue. La gigue, ils l'ont pas chopé dans leur culture, hein, vous voyez. Et, donc c'est assez extraordinaire. Et il n'est pas rare de trouver des peintures de l'époque où vous voyez une cérémonie avec des Indiennes danser, avec un feu, tout ça. Et dans les danseurs, vous en voyez un avec les perruques style Louis XIV. Et c'était un Français qui était resté avec eux. Et puis voilà. Et donc, le fait de s'être comporté de cette manière-là a fait que vraiment les Français se sont vraiment mélangés complètement avec les Indiens et ont vécu avec eux plutôt que de les franciser. Je parle là du petit peuple. Voilà. Donc c'est vraiment, et bon, vous pouvez retrouver ça, des traces de ça. Maintenant, je vous dis, jusque chez les Sioux. Un tiers d'entre eux ont un nom de famille français. Quoi dire d'autre? Non, ça me reviendra au fur et à mesure. Sinon, à part ça, après, quand on continue l'histoire, bon, en Europe, il y a énormément de guerres. Et la France est impliquée de tous les côtés à cette époque-là. Comme d'habitude, dans toutes les guerres d'Europe, vous avez la guerre de Hollande, la guerre de succession d'Espagne, un peu après. Donc nous, on est vraiment impliqués. Et le choix du gouvernement français, par contre, est plutôt que de concentrer, d'envoyer beaucoup de forces militaires en Nouvelle-France, donc pour épauler les colonies et surtout contrer l'avance des Anglais, des Hollandais, tout ça, le gouvernement français préfère se concentrer sur l'Europe. C'est pour ça qu'on n'a jamais envoyé trop de militaires là-bas. Une date importante aussi à retenir, c'est 1718, c'est la création de la Nouvelle-Orléans, de la Louisiane. Donc là aussi, pour être clair sur le sujet, ce que les gens savent en général, quand on parle des Français en Amérique, ils pensent à la région de Québec,
avec Montréal, Québec, puis la Gaspésie, tout ça. Et à la Louisiane, c'est-à-dire à ce petit état de Louisiane, de la taille de la Louisiane d'aujourd'hui. En fait, bon, c'est complètement faux. Il faut vous dire qu'à l'époque, donc à cette époque-là, ce qu'on appelle la Louisiane, en fait, ça part de la Louisiane qu'on connaît aujourd'hui, et ça monte jusqu'à la frontière du Canada, en englobant tout l'Ohio. Vous ajoutez à ça tout l'Ontario, le Québec et le nord du Canada, nord-est. Les territoires occupés par les Français à l'époque, dans ce qu'on appelle la Grande Louisiane, c'est-à-dire en l'honneur de Louis XIV, ce qu'on appelle la Grande Louisiane englobe le 3/4 des USA d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Ouest, on ne connaît pas encore, et les villes côtières de l'Est sont anglaises, mais le 3/4 des USA aujourd'hui, plus le Canada, c'est le territoire français, c'est ce qu'on appelle la Louisiane. Voilà. Alors, maintenant, vous saurez que ça ne correspond pas simplement à ce petit état de Louisiane qui existe aujourd'hui. Donc, il y avait le pays d'en haut, le pays d'en bas, on appelait ça, mais tout ça, c'était la Louisiane. Donc, c'est les 3/4 des USA aujourd'hui, le territoire français de l'époque. Donc voilà, et en 1718, il y a la création de la Louisiane. Donc. Alors, je vais sauter directement quelques années plus tard à une période qui est de 1754 à 1760. C'est une période qu'on appelle la guerre des conquêtes, ou la guerre de conquête. C'est la guerre franco-anglaise, donc pour les territoires américains. Alors, comme je vous l'ai dit, les Français n'avaient pas concentré énormément de forces aux USA, mais avaient préféré se concentrer sur l'Europe. Enfin, aux USA, en Amérique, mais avaient préféré se concentrer sur l'Europe. Alors, dans ces 6 ou 7 années de guerre, il y a des épisodes extraordinaires, comme vous connaissez certainement le film Le Dernier des Mohicans, qui est basé sur la bataille de Fort Pitt. Je fais une parenthèse sur la bataille de Fort Pitt, puisque c'est la première utilisation d'armes bactériologiques, on va dire, dans l'histoire, puisque Fort Pitt était entouré par les Anglais. Non, désolé, Fort Pitt, ça arrive un peu plus tard. Je me suis laissé emballer par là. C'est juste un peu plus tard. Donc je reviens excusez-moi de l'erreur, je m'emballe à chaque fois quand j'arrive à la rébellion de Chef Pontiac qui arrive juste après. Donc là, on est à la guerre de conquête entre les Anglais et les Français. Alors les Français sont alliés avec la plupart des tribus indiennes, sauf avec les Iroquois, qui sont alliés avec les Anglais. Alors, dans tout le début de la guerre, les Français et les Indiens ont le dessus. Vraiment parce que le 3/4 des tribus indiennes sont alliées avec les Français. Donc il y a énormément de forts anglais qui sont balayés. Sauf que, comme je vous l'ai dit auparavant, le gouvernement français préfère concentrer ses forces en Europe, pour les guerres auxquelles nous sommes en train de participer en Europe. Alors, malheureusement pour les Indiens, ils rappellent ces forces. Ils rappellent ces forces en Europe. Alors les Indiens ne comprennent pas, pour la bonne raison qu'ils n'ont pas du tout ce concept de pouvoir centralisé à un endroit qui agit sur tout le reste. C'est-à-dire que pour eux, quand vous faites la paix avec une tribu, ça implique uniquement la tribu avec laquelle vous avez fait la paix. Et quand vous êtes en guerre avec une tribu, ça implique que celle-là. Ils ne comprennent pas qu'un pouvoir centralisé à des milliers de kilomètres gère les affaires de ce qui se passe sur leur territoire. Donc ils ne comprennent pas pourquoi les Français doivent partir pour obéir à quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas. Mais ça, c'est une différence de concept. Donc les Français, laissant tomber les Indiens à cette époque, les Indiens se trouvent très affaiblis et les Anglais commencent à prendre le dessus, à reconquérir tous les forts et les territoires, jusqu'en 1763, où la France a quasiment perdu tous ses territoires
et signe le traité de Paris qui lègue tous les territoires du Canada et tout le milieu, sauf la Louisiane, qui lègue ça aux Anglais. Donc tout à coup, tous ces peuples qui étaient alliés avec les Français et qui vivaient en harmonie dans une société équitable, se trouvent sous domination anglaise. Alors là, ça change d'une manière radicale. Ça change d'une manière radicale, c'est-à-dire que sous la domination anglaise, l'Indien n'est pas considéré comme un allié ou un individu, il est considéré comme un perdant. Il a perdu la guerre. Donc traité comme tel, c'est-à-dire que toutes les règles du commerce sont revues, enfin revues d'une manière simple, c'est-à-dire vous ne possédez plus rien, ni la terre, ni rien du tout, disparaissez, on ne veut plus vous voir. Donc en clair et en bref, c'est ça. Donc les tribus indiennes passent d'une société équitable avec la tribu des Français à un statut de perdant soumis à l'autorité de l'envahisseur. Ce qui déclenche la rébellion de Chef Pontiac, donc en 1763, qui va durer 3 ans. Donc Chef Pontiac, c'est un Outaouais, un Indien Outaouais, qui déclenche une rébellion contre les Anglais pour chasser les Anglais du continent et faire revenir les Français. Ça, c'est très important. D'ailleurs, il y a même un medicine man qui est avec lui qui dit que tout homme blanc est néfaste, sauf l'homme blanc français. Je fais un petit pont jusque dans le Dakota du Sud pour vous dire la même chose en ce qui concerne les Indiens Sioux, pour vous dire le rapport spécial et le statut spécial du français parmi les tribus indiennes. En langue Sioux, un homme blanc, ça se dit Washichu. C'est un terme un peu péjoratif. Donc. Et tous les termes pour définir les autres races, les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Chinois, tout ça, sont des termes péjoratifs. Le terme pour définir un Français, c'est Ikchewashichu, c'est-à-dire l'homme blanc normal, l'homme blanc naturel, de la nature. Donc c'est le seul terme. Et d'ailleurs, de ma propre expérience personnelle, je me souviens à la réserve, il y a quelques années, il y avait une petite fille qui demandait à sa grand-mère, qui est une amie à moi, qui demande Maman, qu'est-ce que c'est un homme blanc? Donc là, sa grand-mère lui répond c'est tout ce qui n'est pas indien. Et la petite me regarde et elle dit, en parlant à sa grand-mère, est-ce que Jean-Michel c'est un indien? Et la grand-mère lui a répondu non, Jean-Michel c'est un français. Donc voilà, pour vous montrer que le statut spécial qu'on a, même chez les Sioux là-bas. Donc je reviens à la guerre de Chef Pontiac, donc, qui, sous son impulsion, réunit des milliers d'Indiens de toutes les tribus du nord, du nord-est. Donc je crois qu'il est monté jusqu'à 9000 ou 10 000 Indiens, donc, qui rentrent en guerre contre les Anglais et qui gagnent bien des victoires. Mais malheureusement, ça ne sera pas un coup de théâtre que je vous annonce la suite quand je vous dis qu'ils finissent par perdre. Sinon, l'Amérique ne serait pas ce qu'elle est. Donc au bout de 3 ans de rébellion, Chef Pontiac lâche les armes parce qu'à la fin ils n'ont plus la force, ils ne sont plus épaulés par les Français. Bien que beaucoup de soldats français aient déserté et que les tribus soient encore remplies de Français, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont restés avec eux, pour vivre avec eux, mais ils n'ont pas la force militaire adéquate pour pouvoir battre les Anglais qui ne cessent de recevoir des renforts, je veux dire. Donc ça, c'est complètement inégal. C'est là que je vous parle justement de l'épisode dont j'avais commencé à vous parler tout à l'heure, Fort Pitt, c'est ce qui a donné lieu au film Le Dernier des Mohicans. En fait, Fort Pitt, c'est un des derniers forts encerclés complètement par les Indiens. Donc un fort en état de siège. Et les Anglais à l'intérieur commencent à avoir des apparitions de maladies, vous savez, comme dans les états de siège, dans le fort, avec les gens qui vivent, et les difficultés alimentaires, tout ça, l'hygiène et tout ça.
ça finit toujours par des déclenchements d'épidémies. Et donc, un des Anglais qui est dans le fort, un des gradés, a une idée qui est la suivante. Il dit, nous allons provoquer un conseil avec les chefs indiens des tribus qui nous assiègent, puisqu'ils acceptent toujours les conseils. Disons, les réunions. Et comme leur rituel, c'est de faire des cadeaux, quand il y a réunion, on va leur donner des couvertures. Mais ces couvertures, on va profiter de l'épidémie de variole qu'il y a dans le fort pour les infecter avec la variole. Donc ils font donc savoir à ces chefs qu'ils veulent des pourparlers. Donc les pourparlers se passent, ils font cadeau les couvertures. Et ce qui se passe, c'est que dans les 6 mois qui ont suivi, il y a certaines tribus qui avaient participé au siège, justement, qui ont été décimées donc, par l'épidémie. Donc voilà, c'est la première trace de guerre bactériologique de l'histoire, c'est Fort Pitt. Donc en 1766, à la fin de la rébellion de Chef Pontiac, donc qui voit les Anglais propriétaires de tous les territoires où les Français étaient, se trouvaient avant. Donc. Ensuite, bon, je vais finir par 1803 où Napoléon vend la Louisiane. Et c'est la fin de la présence, comment dire, française officielle en Amérique, donc qui a duré apparemment 250 ans par là. 250 ans de présence française que vous pouvez voir encore aujourd'hui, bon, en Louisiane, au Québec, pas de souci, et dans plein de tribus indiennes. Je veux dire, moi, tous les gens que je connais chez les Sioux, il y en a plein qui ont un nom de famille français. D'ailleurs, je me souviens même d'un des professeurs de l'université de la réserve de Rosebud, qui s'appelle, comment il s'appelle, Lionel Bordeaux. Voilà. Lionel Bordeaux, voilà. Alors, Lionel Bordeaux, avec les cheveux longs jusque-là, les tresses, tout ça. Lionel Bordeaux qui dit qu'il descend des Français et qui arrive à remonter, il m'a fait la démonstration l'autre fois en parlant de sa famille, qui arrive à remonter jusqu'à Pépin le Bref, il m'a dit. Donc voilà, pour vous dire que les traces sont toujours vivantes. Alors, ensuite c'est simple. Comme je vous ai dit, l'Indien est considéré donc comme le perdant et donc soumis au traitement des Anglais. Et à partir de là, la conquête des Anglais continue vers l'ouest. Alors continue toujours au rythme de la découverte de l'or. Donc c'est toujours pareil. Le système est toujours le même en fait. Le système des traités, vous connaissez, vous avez tous entendu parler des traités signés et non respectés. Donc les traités c'était tout simple. Il faisait signer des traités où il était stipulé que quand ils avaient trouvé de l'or, par exemple, jusqu'à un tel point, ils disaient qu'au-delà de ce point, tant que la rivière coulerait, le soleil se lèverait, ils étaient obligés d'employer des images pour que les Indiens comprennent, l'homme blanc n'irait pas plus loin et leur laisserait la souveraineté sur le territoire qui se trouvait après ce point. Alors, un truc important, c'est que les Indiens n'ont pas d'écriture, hein, c'est un langage oral. Donc, pour le faire signer, ils faisaient signer n'importe qui, hein, des vieillards, des enfants, en distribuant des bonbons, des vêtements, n'importe quoi. Tiens, si tu veux des bonbons, tu fais une croix. Bon, enfin, voilà, ça marchait comme ça, c'est tout. Et bien entendu, quand le traité avait été signé, c'est-à-dire qu'il stipulait que à partir de tel endroit, c'était territoire indien, les Blancs envoyaient des petits commandos de chercheurs d'or, on va dire des toutes petites expéditions, s'infiltraient dans ces territoires et cherchaient un peu plus loin. Et chaque fois qu'ils avaient trouvé de l'or un peu plus loin, donc, ils refaisaient un autre traité en élargissant le territoire. Bon, élargissant au manu militari quand c'était nécessaire. Normal. Maintenant, au bout d'un certain nombre d'années, on arrive à l'année 1845, ça fait quand même un moment que les Anglais progressent vers l'ouest, et le massacre des tribus, prennent les territoires de force, et il y a un petit souci. Donc, il y a un petit souci avec l'Église.
notamment. Parce que, bon, l'Église d'un côté est bien contente, puisque ça lui ramène soi-disant des fidèles, de l'argent, donc, puisqu'elle prélève toujours. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement le documentaire sur le Vatican et les richesses du Vatican, vous voyez qu'ils ont bien bossé. Mais enfin, c'est pas le sujet. Donc, au bout d'un moment, il y a quand même un dilemme. C'est que l'Église dit, bon, voilà, on a de plus en plus de fidèles, on a beaucoup d'argent, tout ça, mais euh, tout ça, ça provoque quand même le massacre de milliers de gens. Alors, comment faire? Comment justifier? C'est pas par charité chrétienne hein, qu'ils ont ce dilemme, c'est qu'il faut le justifier. Voilà, par rapport à leur semblant d'éthique, il faut le justifier. Et comme bien souvent, un mot peut déclencher toute chose. C'est le pouvoir des mots. Et il y a un journaliste donc d'un journal de New York en 1845. Alors ça me fait chier parce que je me souviens toujours de son nom. Et là, je ne m'en souviens pas. Alors, c'est la boarding school. Bon, j'ai plus son nom. Donc il y a un journaliste d'un journal de New York qui fait un éditorial donc sur l'état des lieux. Et il emploie une formule qui va être après utilisée pour plein de choses, et une formule magique qui va tout déclencher. C'est le mot, peut-être que vous avez déjà entendu, de la formule Manifest Destiny, la destinée manifeste. Donc Manifest Destiny. Donc il explique dans son éditorial que manifestement, si on regarde la logique des choses, l'homme blanc a été mis sur Terre pour régner sur tous les autres, ce qui implique que sur ce continent américain, c'était le dessein du ciel et le souhait du ciel que l'Amérindien soit éradiqué et remplacé par l'homme blanc. Alors là, ça déclenche le truc immédiatement, l'Église saute dessus. Bon sang, mais c'est bien sûr, Manifest Destiny, c'est apparemment, puisqu'on voit la logique, l'ordre des choses de prendre tout le continent américain et de régner sur ce continent, et c'est l'ordre des choses que l'Indien disparaisse. Voilà. Donc c'est le Manifeste Destiny, c'est 1845. Donc à partir de ce moment-là, ça part dans tous les sens, hein, je veux dire, c'est là où il y a toutes les guerres et les batailles qu'on connaît, et les massacres, bien entendu, du général Custer, tout ça, de Crook, Sherman, Sheridan, tout ça, qui massacre tout le monde dans une conquête de l'Ouest complètement sauvage. Donc, et donc, petit à petit, bon, vous connaissez l'histoire, hein, les Indiens perdent de plus en plus de territoire, se font massacrer. Il y a ensuite le début des réserves dans les années 1870 et la mise en place ce dont je vous avais déjà parlé, les boarding schools, les pensionnats donc pour les enfants. Et on arrive à 1876 où il y a la bataille célèbre de Little Big Horn, le 25 juin. Alors, Little Big Horn, en fait, c'est le général Custer, donc, qui est informé par des éclaireurs qu'il y a un très grand campement de Sioux qui se tient dans la vallée de Little Big Horn. Et donc il y a des Cheyennes, des Arapaos, des Sioux, il y a un peu de tout, ils sont 5000. Bon, sur les 5000, comme c'est toutes des familles, il y a 5000, il doit y avoir 1500 guerriers. Donc voilà, et donc le général Custer décide d'attaquer et de les prendre en tenaille avec lui qui arrive d'un côté, un autre par le sud et un autre par l'est, pardon. Mais le général Custer fait péché d'orgueil. Alors, péché d'orgueil, pourquoi? Parce qu'il vise la présidence des États-Unis. Donc, il était très coté à l'époque. Donc, il se dit pourquoi pas un coup d'éclat où j'arrive à démanteler ce camp tout seul. Et ça m'assurera la notoriété nécessaire à la présidence des États-Unis. Donc, il décide d'attaquer tout seul.
À l'époque, il a des éclaireurs qui sont des Crows, la tribu des Crows, qui est une tribu qui est à côté de celle des Sioux. Alors, pour vous dire que le ressentiment se fait encore aujourd'hui, puisque les ennemis des Sioux héréditaires, ce sont les Crocs. Et moi, dans la famille que je connais, chaque fois que quelqu'un prononce le mot Croc, il crache par terre en même temps. Donc, pour vous dire qu'ils ont quand même gardé un petit truc. Donc il y a les éclaireurs de Custer qui sont des Crocs, et quand Custer décide d'attaquer le campement de Sioux, les Crocs demandent la permission de chanter leur chant de mort, parce qu'ils savent que tout est terminé. Et donc il y a Custer qui attaque, et après, bon, vous connaissez la suite, il se fait massacrer. Donc voilà, jusqu'au dernier, 250 hommes, et là il ne tient pas le coup, il se fait massacrer par les Indiens. Euh, pour la petite histoire, l'héroïsme et les actes héroïques font partie de la culture des Indiens Sioux, et pourtant on n'a jamais su qui avait tué le général Custer. Alors c'est un, comment dire, c'est un secret qui est gardé entre eux pour pas que la famille et les descendants de cette famille soient plus emmerdés que le reste. Donc on ne sait pas qui a donné le coup fatal au général Custer. Moi j'ai ma petite idée. Je pense que ils se sont tous mis en file indienne pour venir en couper un morceau. Je pense que c'est plutôt un truc comme ça. Enfin, tout ça pour dire que voilà, le 25 juin 1876, c'est Little Big Horn, qui est considéré dans les livres d'histoire américains comme un massacre, et pas comme une bataille, bien entendu. C'est important de le dire. Ce qui m'emmène au dernier massacre de l'histoire des Amérindiens, donc c'est le 29 décembre 1890, le massacre de Wounded Knee. Alors Wounded Knee, je vais le raconter en quelques minutes. Wounded Knee, ça commence comme ça. Vous avez dans la réserve de Standing Rock, qui est dans le Montana, Sitting Bull, donc qui est emprisonné, enfin qui est sur cette réserve. Et à la même époque, il y a un chaman qui a une vision. Il arrive du sud, il a une vision, et il arrive avec une nouvelle danse qui s'appelle The Ghost Dance, la danse des esprits. Wanari Wachipi, en Lakota. Et il a eu une vision comme quoi si tout le monde se met à danser cette danse, les blancs vont disparaître et les ancêtres vont revenir. Donc comme une traînée de poudre, ça s'étend à toutes les tribus, et dans les réserves, tout le monde danse ça. Ça crée une agitation, surtout au sein des blancs qui habitent autour de ces réserves et des militaires, qui prennent peur et qui pensent que ça va tourner en rébellion, alors que ce n'est pas du tout ça, hein, c'est simplement des danses. Donc. Mais ça crée des agitations, il y a de plus en plus d'incidents. Et il y a un truc qui se passe aussi, notamment à Standing Rock, c'est que Sitting Bull, à la même époque, est assassiné. Donc voilà, est assassiné, ce qui crée un climat de terreur au sein de la réserve de Standing Rock, avec ces troubles de plus en plus fréquents avec les blancs qui habitent autour, cette espèce de pseudo-menace de la danse des esprits, tout ça. Donc ça crée des troubles, il y a des tensions terribles à Standing Rock. Et il y a un vieux chef Sioux qui s'appelle Bigfoot, qui est très vieux, je crois qu'il doit avoir à l'époque entre 70 et 80 ans, qui décide de réunir plein de femmes, d'enfants et de vieillards, et de rejoindre la réserve de Pine Ridge pour se mettre sous pour la protection d'un chef qui s'appelle Red Cloud, nuage rouge. Lui aussi a une grande histoire. Donc vous avez Bigfoot qui part en pleine nuit avec entre 600 et 700 personnes. Bon, l'histoire officielle dit 340 dans les livres. Moi, les vieux avec lesquels j'ai discuté me disent que c'est 700 ou 800. Donc il part, on va écouter les vieux, il part avec ses 700 hommes, femmes, enfants et vieillards, donc, et il marche, il y a environ, on va dire, peut-être un millier de kilomètres, ou peut-être moins, entre 500 et 600 kilomètres, je pense, entre Standing Rock et Pine Ridge. Donc il marche jour et nuit pour rejoindre Pine Ridge et la réserve de Red Cloud, pour se réfugier chez lui. Et ironie du sort, ou triste destinée, quand il arrive à Wounded Knee, qui est à quelques kilomètres de la réserve de Pine Ridge, c'est actuellement sur le territoire de la réserve de Pine Ridge, mais à l'époque c'était à quelques kilomètres du campement de Red Cloud. Quand il arrive là, il est entouré par
le nouveau 7e de cavalerie. Alors le 7e de cavalerie, c'est le régiment qui s'est fait massacrer, le régiment qui était sous les ordres du général Custer. Il y a un nouveau 7e de cavalerie qui s'est formé, et ils sont rattrapés par le 7e de cavalerie et entourés. Donc on leur demande de se désarmer. Donc ils n'ont absolument pas d'armes, ils ont quelques fusils pourris, et c'était uniquement des vieillards, des femmes et des enfants. On leur demande de se désarmer, alors personne ne sait exactement comment ça a été déclenché. Il y en a qui disent que parmi les Indiens, il y avait un sourd-muet qui n'entendait pas les ordres et qui a fait quelques gestes malencontreux, qui n'a pas compris, et que les soldats étaient très nerveux. Il y en a qui disent que ça s'est déclenché simplement sous l'ordre des soldats, mais ce qui se passe, c'est que quand les 700 ou 800 personnes sont réunies au milieu pour mettre sur le sol tous les objets contondants, ou couteaux, ou armes à feu s'ils en avaient, pour les déposer, les mitrailleuses se sont mises en branle. Donc il y avait 4 mitrailleuses Gatling. Alors vous savez, la mitrailleuse Gatling, c'est ce que dans la guerre du Mexique on appelle la cucaracha. Vous savez, c'est le truc qui tourne avec les balles. Donc il y a les 4 mitrailleuses Gatling qui se mettent en branle et qui les tuent tous. Voilà, tous en fait. Pour vous dire qu'il y avait vraiment le souhait de tuer tout le monde, c'est qu'on a retrouvé à plusieurs kilomètres du massacre quelques femmes et enfants qui étaient mortes par balle avec leur bébé dans les bras, qui tentaient de s'enfuir. Donc il y a vraiment eu le souhait de massacrer tout le monde. Il y a eu 4 ou 5 survivants qui se sont réfugiés dans une chapelle qui avait non loin. Et comme c'est le 29 décembre, je vous le disais, donc c'est les périodes des fêtes, ce qu'il y a de formidable et d'ironique, c'est que sur cette chapelle, où se sont réfugiés les 3-4 personnes qui ont survécu, il y avait un bandeau où il y avait marqué paix et bonheur aux hommes de bonne volonté. Vous voyez un peu le truc. Donc voilà, et pour l'histoire aussi de Wounded Knee, vous avez une histoire extraordinaire, très très lourde, que vous pouvez lire. C'est l'histoire de Lost Bird. Lost Bird, ça veut dire l'oiseau perdu. J'ai vu sa tombe à Wounded Knee, moi, c'était très émouvant parce que Lost Bird, c'est un petit bébé qui était en vie au milieu du tas de cadavres. Et un des soldats américains qui s'est complètement écœuré, tout ça, qui voyait ce petit bébé pleurer, il s'est dit je peux pas le tuer. Et donc il l'a ramassé et il l'a ramené chez lui pour l'élever avec sa femme. Et Lost Bird donc a grandi jusqu'à 21 ans sans savoir qui elle était, d'où elle venait, ce qui s'était passé pour ses parents, parce que on ne pouvait pas lui raconter ça. Et sans savoir, voilà, elle savait qu'elle était indienne, mais elle ne savait pas ce que ça voulait dire, tout ça. Donc elle s'est suicidée à 21 ans. Et donc vous avez un livre qui s'appelle Lost Bird, justement, qui est extraordinaire, qui vous raconte un peu cette histoire. Donc c'était pour le dernier massacre des Indiens Sioux, donc le 29 décembre 1890, à Wounded Knee, qui est relaté dans les livres d'histoire américains comme la bataille de Wounded Knee. Voilà, ça je vous le donne. Je veux dire, c'est logique, c'est pour vous revenir sur les différentes histoires, donc officielles et non officielles. Enfin, voilà, j'ai à peu près fait le tour. Bon, j'ai volontairement omis plein de détails parce que sinon, il faut faire une vidéo de 3 heures. Mais c'était un peu pour vous parler justement de cette présence française pendant 2 siècles et demi, qui est une partie de l'histoire qui n'est pas vraiment relatée dans nos livres, et qui, voilà, comment dire, qui concernait le 3/4 des territoires des USA aujourd'hui. Alors il y a des milliers d'anecdotes ou d'histoires extraordinaires que vous pourrez lire dans ce livre justement qui s'appelle Histoire de l'Amérique française.
où vraiment il y aurait de quoi faire des centaines de scénarios, de films extraordinaires, parce que vraiment il y a des épisodes merveilleux. Mais voilà pourquoi aussi aujourd'hui, si un jour vous allez dans le Dakota du Sud chez les Sioux, vous pourrez vous rendre compte de vous-même que 30% d'entre eux portent encore des patronymes français. Alors ils l'ont gardé soit parce que eh bien, le détenteur du nom était devenu un patriarche et avait eu une famille, soit aussi pour une autre raison, c'est que lors de la mise en réserve, quand on a voulu angliciser leur nom, certains ont refusé et plutôt que de voir leur nom traduit en anglais, ont choisi le nom du français qui était dans la famille. Vous voyez, c'était aussi un acte de rébellion de garder le nom du français pour pas avoir un nom américanisé. Et, et donc voilà, et si vraiment dans chaque famille que j'ai rencontrée, il y avait des Français ou des descendants de Français ou des histoires avec les Français. D'ailleurs, pour le film Danse avec les loups, d'ailleurs, c'est intéressant. Kevin Costner, avant de commencer le film, a fait le tour de plein de tribus pour demander s'il y avait eu des histoires qui se rapprochaient plus ou moins de celles qui racontaient dans Danse avec les loups, pour un peu s'inspirer de faits réels. Et il n'en a trouvé absolument aucune. Par contre, ce que disent les Indiens Sioux, c'est que si Kevin Costner avait joué le rôle d'un Français, alors il aurait trouvé des milliers d'histoires de ce type avec des Français. Des Français, voilà. Euh, donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Et aussi pour vous montrer que bon, cette histoire, cette façon de faire, euh, cette façon de coloniser au Québec, tout ça, euh, au début, je veux dire, euh, en respectant les mœurs, les us et coutumes des autochtones, ne s'est plus jamais produite. Et que c'est la raison pour laquelle elle avait fonctionné. C'est simplement qu'au lieu de se considérer comme être supérieur, le français moyen qui était parachuté là-bas se disait simplement ben, on va faire comme eux. Voilà un exemple, je veux dire, de fonctionnement. Et bien entendu, pour la suite de l'histoire, ça ne s'est plus jamais passé de la même façon. Euh, voilà. Mais c'est un épisode de l'histoire qui est intéressant à connaître. Je reviendrai peut-être sur quelques détails importants dans d'autres vidéos quand ça me revient un peu à l'esprit. Mais là, j'ai à peu près fait le tour. Bon, voilà. Je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, ciao.